Beaucoup de projets en développement durable ont pour objectif d'encourager des changements de comportement. Tu te rends compte que finalement les gens, c'est en leur donnant des raisons positives de changer plutôt qu'en leur donnant tout le temps des coups de pied au cul qu'ils vont changer. Ce qu'on veut, c'est se positionner comme une alternative. En montrant qu'une alternative est viable, ça fait déjà son chemin dans la tête des gens. Mais comment faire pour que les personnes visées par votre projet changent leurs habitudes pour adopter des pratiques plus durables ? Dans cette vidéo, on va vous partager quelques éléments théoriques sur les changements de comportement. On va également vous donner 6 exemples de leviers pour agir sur les habitudes des bénéficiaires de votre projet. On sait que les glaciers fondent, qu'on consomme trop de matières premières, que les inégalités de genre persistent. Mais pourquoi a-t-on encore du mal à modifier nos habitudes pour faire face à ces enjeux ? Parce qu'il existe de nombreuses barrières au changement de comportement. Si le projet a pour objectif de faire changer les comportements des gens, il faut toujours se poser la question de pourquoi les gens font le comportement qu'on aimerait changer ou pourquoi ils ne font pas le comportement qu'on aimerait obtenir d'eux. On est tous confrontés à ça, par exemple on décide de faire du sport, c'est notre bonne résolution du nouvel an et au final 3 mois après on n'a toujours pas commencé. Donc il y a des freins au comportement comme ça, des fois c'est juste qu'on n'a pas conscience que c'est un problème ou parfois on a envie de changer mais on n'y arrive pas pour d'autres raisons. Et donc mon conseil ça serait anticiper, essayer de comprendre quelles sont ces barrières au comportement pour ensuite dans votre projet avec des activités, de la communication ou d'autres moyens, adresser ces barrières. L'humain est un être social et complexe. Comprendre pourquoi les individus et les groupes sociaux agissent comme ils le font, c'est un enjeu de taille auquel les sciences humaines et sociales s'attaquent depuis des décennies. Des disciplines comme la psychologie, l'anthropologie, la sociologie ou encore l'économie donnent des pistes à ce sujet. On comprend déjà assez bien les différents mécanismes, les barrières et les leviers qui sont à la base de notre comportement. Et il faut bien prendre en compte ces connaissances, ces facteurs pour créer une intervention qui maximise les chances de vraiment avoir un impact, qui vraiment arrive à changer le comportement. Il existe au moins 5 types de barrières qui peuvent freiner les changements de comportement. Déjà, les barrières perceptuelles. C'est tout ce qui ne nous donne pas envie d'agir parce qu'on estime qu'un problème est trop éloigné dans l'espace ou dans le temps ou qu'il ne nous concerne pas directement. Ensuite, les barrières d'action, c'est quand quelqu'un ne sait pas quoi faire, comment et avec quels outils. Les barrières liées à l'intérêt individuel surviennent quand une personne n'a pas l'impression que d'agir d'une certaine manière va dans son intérêt. On parle de barrières morales quand on ne considère pas une action comme étant un devoir. Finalement, les barrières sociales sont tout ce qui est en lien avec la logique du « si moi je le fais, mais pas les autres, alors ça ne sert à rien ». Pour que votre projet ait un impact sur le comportement de votre public cible, il faut que vous preniez le temps d'identifier et de comprendre les freins au changement. On a développé un projet qui s'appelle Rescue, concrètement un escape game pour les jeunes de 15 à 20 ans. Par rapport au changement de comportement, on a d'abord choisi 3 dimensions qui peuvent représenter des freins à ce changement. Donc la dimension culturelle, si on ne va pas se sentir concerné dans notre société par ça, on ne va pas vouloir changer. Il y a la dimension géographique, de nouveau si ça se passe trop loin, au Sahel, on ne va pas se sentir concerné. Et puis il y a la dimension temporelle qui considère finalement un espace temporel trop lointain et on va essayer de ramener ça à ici maintenant. Pour les surmonter, nous avons immergé les jeunes dans le jeu pour qu'ils se sentent concernés non seulement dans ces 3 dimensions mais aussi pour finalement voir que concrètement ils pouvaient agir dans leur quotidien, avec leur famille, amis, dans leur entourage et puis dans l'horizon temporel qui est maintenant, c'est l'urgence. Quand vous avez identifié ces barrières, il faut comprendre la logique de changement de comportement. Selon la théorie de la révolution morale d'Anthony Appiah, les changements de comportement s'opèrent en 5 temps. Dans un premier temps, on nie ou on ignore le problème. Ensuite, on reconnaît qu'il y a un problème, mais on ne fait pas forcément le lien avec ses propres actions. Puis, on sait qu'il y a un problème, on sait que c'est lié à nos actions, mais on trouve des excuses et on se justifie pour ne pas avoir à agir. Là, on peut pas, il y a foot. Ensuite, on se met en mouvement, on commence à agir et à changer nos comportements. Finalement, rétrospectivement, on a du mal à comprendre comment on a pu agir autrement. Il existe d'autres théories comme les courbes du changement de Kubler-Ross ou de Kotter qui visent à expliquer ces évolutions. Si ça vous intéresse, vous pouvez trouver des ressources à ce sujet dans la description. En pratique, vous pouvez développer votre propre théorie en élaborant une logique d'intervention spécifique à votre projet qui lie vos actions à l'impact souhaité.
Pour en apprendre plus à ce sujet, allez voir notre tuto sur comment définir l'impact, les objectifs, les résultats et les indicateurs pour votre projet. Bien, donc on a une description du changement. Mais comment passer de la reconnaissance du problème à l'action et à l'intégration de nouveaux comportements? Il y a beaucoup de chercheurs qui se sont posés ces questions sur comment on fait pour changer les comportements des gens, et donc il y a beaucoup de littérature qui existe, des études en fait où on a essayé de comprendre quels sont les déterminants du comportement. Donc ce que je conseille, c'est d'aller voir cette littérature scientifique pour voir si on sait déjà pourquoi, par exemple, si c'est une question de recyclage, pourquoi les gens recyclent ou pourquoi ils ne recyclent pas, et aussi aller voir s'il y a d'autres projets qui existent, qui ont été faits sur ce thème-là, et voir est-ce que vous pouvez vous inspirer de ce qui a été fait. Et finalement, quand vous allez faire votre projet, de faire une évaluation pour savoir si ça a marché, et pas seulement vous intéresser à si ça a marché en termes d'impact sur l'environnement, parce que souvent l'impact il est très lointain, donc vous ne le verrez pas forcément, mais par contre évaluer est-ce que les personnes ont changé leur comportement, et aussi est-ce qu'elles ont changé sur les déterminants que vous vouliez cibler. On vous propose de passer en revue 6 manières d'initier le changement avec votre projet en développement durable. Vous pouvez choisir de sensibiliser et d'informer votre public cible pour avoir une influence sur ses valeurs et ses croyances. On veut essayer de partager des infos sans avoir un ton trop péremptoire sur l'impact de la mode aujourd'hui, pour essayer d'amener les gens à en connaître un petit peu plus et puis à changer petit à petit leurs habitudes. L'idée à travers tous ces différents messages, c'est pas de culpabiliser les gens, d'être le plus positif possible, et même quand on va partager des informations on va dire un peu négatives sur l'industrie de la mode aujourd'hui, sur la pollution que ça génère, que ce soit les microplastiques, la consommation d'eau, la pollution, les pesticides, etc., qui peut être un peu anxiogène, on va toujours accompagner ça de messages plus positifs en disant « Ah, mais attention, attendez, il y a des solutions pour changer durablement votre garde-robe ». La première association qu'on a quand on dit « je dois me comporter d'une manière durable », c'est qu'il y a une grande perte des opportunités, du confort. Hein. On est censé de ne plus utiliser la voiture, de plus prendre l'avion, de prendre des douches courtes et froides. Donc dans la communication, dans la transmission des idées, c'est important de parler des avantages individuels qui viennent avec un comportement durable. Donc si je prends le vélo et pas la voiture, okay, c'est bien pour la planète, mais c'est aussi bien pour ma santé. Si je participe à l'économie de partage, c'est bien pour l'environnement, mais je peux aussi augmenter mon réseau social. Cette approche est basée sur une logique cognitive et rationnelle qui stipule qu'une meilleure connaissance d'un sujet va permettre un changement de comportement. En pratique, cette approche n'est pas toujours suffisante. Par exemple, il ne suffit pas de savoir que fumer est mauvais pour la santé pour arrêter. Vous pouvez choisir d'agir sur le contexte de prise de décision des individus. Par exemple, en facilitant l'achat de produits bio ou en proposant un prix moins cher qu'une alternative. On joue sur le fait qu'on a cette habitude, on a ce désir de changer d'habit régulièrement. Et plutôt que d'aller frontalement contre ce désir, on a juste proposé le fait de pouvoir continuer à changer d'habit, mais dans un circuit circulaire, et donc avec moins d'impact. Donc c'est ce concept de troc d'utilité, ce qu'on a appelé nous une surconsommation éthique. Dans ce cas de figure, vous n'essayez pas de modifier les convictions des personnes, mais plutôt de créer un environnement dans lequel ils ou elles prennent une décision de manière plus ou moins automatique qui soit en faveur du changement de comportement souhaité. L'humain a tendance à vouloir calquer son comportement sur celui du groupe. Vous pouvez décider de montrer comment le groupe se comporte pour inciter l'individu à se rapprocher de ce type de comportement. Un levier d'action, c'est donc de renforcer la visibilité de comportements positifs. Par exemple, au lieu de dire « Dans le but de faire notre part pour la planète, nous vous invitons à réutiliser vos serviettes. Si chaque invité réutilise sa serviette une fois, cela nous permet d'économiser 129 000 litres d'eau par année. Merci. » Vous pouvez dire « La majorité des clients de cet hôtel réutilisent leurs serviettes. » Ce deuxième message a plus de chances d'avoir un impact parce qu'il incite les individus à adapter leur comportement à ce qu'ils considèrent comme une norme sociale. Certains comportements peuvent être amorcés à l'aide de petites astuces. Par exemple, inscrire un calcul mental simple pour inciter les gens à utiliser la chasse d'eau qui consomme le moins. Ou encore exposer les personnes à des images de Père Dieu pour inciter des comportements honnêtes en leur donnant l'impression d'être observés. Essaye pas de me manipuler, toi.
À travers la comparaison avec d'autres, en appliquant une étiquette ou en attribuant une valeur morale à quelqu'un, comme par exemple vous êtes généreux, vous êtes respectueux, vous êtes propre, la personne aura tendance à calquer son comportement sur la qualité attribuée. Vous pouvez aussi essayer d'initier le changement en touchant votre public. Essayez de communiquer d'une manière qui touche aussi nos émotions, notre expérience directe. Il faut éviter d'utiliser que des statistiques, que de l'information sèche. Donc c'est mieux de rajouter de l'information plus expérientielle, plus directe, des photos, des forêts qui sont en train de brûler, des narratifs, des histoires des individus qui racontent de leurs expériences personnelles. On a essayé de les impliquer par le jeu, c'est-à-dire qu'ils vont se sentir plus concernés tant dans l'horizon temporel que géographique parce qu'ils sont en train de vivre et donc on touche leurs émotions et on a tendance justement à plus les mobiliser pour entreprendre des actions pour l'avenir. Par contre, attention, il a été montré que les émotions négatives inhibent l'action et que les émotions positives ne suffisent pas à l'initier. Les études montrent aussi que l'angoisse ou les émotions communiquées doivent être aussi élevées que le niveau d'espoir pour que ça se transforme vraiment en un changement de comportement. Bref, faire changer les comportements, c'est un défi. Et pour le relever, il faut identifier les barrières au changement, décider d'une logique d'intervention et choisir vos leviers d'action. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, allez voir dans la description. À la prochaine!